Alors là, tu nous parles de business, tu nous parles de faire des ventes, tu nous parles de tunnels. C'est bien beau tout ça, mais t'existais pas il y a un an et là maintenant t'as 80 000 vues, t'as 80 000 abonnés, tu fais 700 000 vues. On pourrait appeler ça un overnight success. T'es né du jour au lendemain. Tu viens d'où? C'est quoi tout ce charabia que tu me racontes? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Donc mon premier site s'appelle Séduction Academy. Au départ, j'ai commencé comme ça. Au départ, mais si tu veux, mon délire, c'était de me dire, tiens, un truc qui m'intéresse vachement, c'était la psychologie humaine et en particulier tout ce qui était les relations. Parce que j'étais super timide, j'avais un peu du mal à parler aux gens, etc. Je me suis intéressé à ce sujet-là et j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui faisaient des trucs vraiment intéressants. Et en France, c'était les 7 tactiques pour parler à une femme dans la rue et coucher avec elle en tous les coups 3 heures. Tu vois, c'était vraiment des trucs à la con. C'est encore un tout petit peu le cas, mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup de trucs. En gros, des routines. Donc, les routines, c'est un truc que tu apprends par cœur et que tu ressors. Ouais. Ce qui est vraiment l'enfer. Enfin, je veux dire, tu veux trouver une relation. Ok, apprends cette histoire-là qui t'est jamais arrivée, mais bon, ça fait rire les gens, donc tu vas la répéter. Tu vois, vraiment. Et moi, ça me rendait fou. Et je me suis dit, tiens, je vais trouver un mec aux US qui a un super bouquin et qui s'appelle Models. Le bouquin s'appelle Models. Le mec s'appelle Mark Manson. Je vais traduire son bouquin en français et puis comme ça, les gens en France auront des bons conseils. Donc j'écris un email à Mark Manson et je lui fais écoute, je voudrais traduire ton bouquin en français. Savais-tu que les Français parlent très mal anglais, donc voilà, tu vas gagner des ventes et des clients et tout. Le mec me répond ok, comment tu vas faire pour le vendre? T'as une liste? T'as une audience? T'as des contacts? Je fais waouh! J'avais pas anticipé. J'avais pas pensé à ça. Tout con. Mais après, beaucoup de gens font cette erreur. C'est-à-dire, tu dis, ok, j'ai un produit, mon produit est bien. Je savais que son produit était bien, c'était génial. Ouais, mais si t'as pas d'audience, t'as pas de contact, t'as pas de liste email, tu vas jamais pouvoir le vendre, quoi. Tu vas avoir un site web avec un PDF. Si je pouvais le traduire en français, j'ai un beau PDF traduit en français et c'est tout ce que j'ai. Je me dis, bah, ok, comment est-ce que ça marche, quoi? Comment est-ce que les gens vendent quoi que ce soit? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce domaine du marketing web. Et assez rapidement, je suis tombé sur un concept qui était inventé par un mec qui s'appelle Glenn Alsop. Il appelait ça le cloud blogging, qui est essentiellement des séquences email. Il avait tout un système de séquences email et il disait tiens, l'email est la meilleure manière de vendre, etc. Donc, assez tôt, je suis tombé sur cette idée que l'email était la meilleure manière de vendre. Et je me dis tiens, ok, si je veux que mon système marche, il faut que j'apprenne à construire une liste email. Et donc je commence à me dire, bah ok, je veux construire une liste mail, il faut que j'ai du trafic, je commence à contacter des gens dans le domaine de la séduction, à essayer d'écrire des articles, à essayer de partager un peu cette vision. Et de fil en aiguille, j'en viens à monter ce site qui avait son propre podcast, qui marchait très bien parce que c'était un des premiers, si ce n'est le premier vrai podcast dans le domaine. Donc voilà, un podcast où j'expliquais aux gens un petit peu des conseils, j'essayais de partager cette vision qui pour le coup était beaucoup plus basée sur le développement personnel et surmonter tes peurs et savoir t'exprimer. Parce qu'en gros, je me suis découvert qu'un mec qui arrive à un rendez-vous, il est comme ça, ce qu'il faut lui donner, c'est pas des tactiques et des phrases à répéter. En fait, ce qu'il faut lui faire, c'est comment est-ce que ce mec il peut un petit peu se détendre, il peut un petit peu plus oser parler, partager, faire des blagues, c'est ça qui va lui donner les meilleurs résultats. En fait, c'était vraiment de travailler sur la psychologie des gens. Et à l'époque, en France, c'est quelque chose qui était pas. On donnait vraiment beaucoup les tactiques, et il y avait beaucoup de promesses assez fortes de dire que tu pouvais draguer n'importe quelle fille, etc. Ce qu'en fait n'est pas vrai. Travaillez pas en profondeur, ouais, quoi. Ouais, mais bon, après, il y a aussi cet aspect parfois d'inflation en marketing où en fait tout le monde fait la promesse et encore plus que l'autre, et en fait au bout de quelques années, tu te retrouves, tu rentres dans le domaine et tu te dis, oula. Tout le monde me dit des trucs, ça m'a pas l'air possible, mais tu peux avoir la même chose dans le marketing web. Et où du coup, les gens qui rentrent, ils disent oula, tout ça c'est une arnaque. Alors qu'en fait, le truc au cœur, il est valide. C'est juste qu'il y a une surenchère qui peut se faire. Tu vois. Et donc du coup, moi j'essaie de me placer à contre-pied de ça, mais vraiment de manière très ouverte. Si tu veux, j'ai allé jusqu'à avoir des podcasts entiers ou des emails entiers ou des articles entiers qui allaient être une attaque en fait de ces mauvaises façons de faire. D'accord. Donc j'avais un positionnement dès le départ qui était un vrai contre-pied par rapport à ça. Et c'était en quelle année ça? C'était en 2012. D'accord. Donc en 2012, tu commençais déjà à développer ton premier site, à être passionné, comme vous pouvez l'entendre. Il est pas en train de marketing. Il est pareil comme ça, même quand la caméra elle est éteinte. Il est vraiment, t'étais déjà à fond dans ton truc. Et tu commences à créer du coup ton premier média, qui est le podcast pour le coup. Donc le podcast, si vous savez pas ce que c'est une espèce d'émission de radio, quoi, grosso modo, qu'on a accès sur les téléphones et sur Internet. Donc pas d'image, uniquement de l'audio.
Et donc 2012, tu commençais déjà à créer ton premier média. Donc peut-être que le podcast est venu un petit peu plus tard, peut-être que le podcast est venu en 2013, mais parce qu'au départ, le premier média, le blog ouais, en tout cas. Ce que j'ai voulu faire, c'est écrire des articles. Comme tu crées des articles, je vais des blogs d'introduction, il y en a énormément. À l'époque, tous les rankings Google étaient dominés par 3 sites qui avaient chacun plusieurs personnes à plein temps qui écrivaient des articles. Donc le mec avait monté son site et derrière il avait recruté plusieurs auteurs et il sortait des articles, tous les mots-clés étaient là. Comment draguer en boîte, comment draguer à l'école, comment draguer au supermarché, tous les mots-clés, tu vois, ils avaient une approche de référencement très rigoureuse et donc en fait le référencement était assez trusté et même si on était en 2012-2013, déjà tous ces mots-clés-là étaient blindés en fait. Et du coup au niveau référencement, j'avais de grandes difficultés à percer et à arriver à récupérer du trafic. En revanche, mes articles invités fonctionnaient très bien parce que j'avais une approche un peu nouvelle. Donc les gens qui me découvraient m'appréciaient. Et pareil, le podcast, c'était un peu nouveau. Donc les gens qui l'écoutaient l'appréciaient et fidélisaient vraiment. Et ce qui se passe quand tu n'as pas énormément de trafic, mais les gens que tu as t'aiment, tu te dis, faut vraiment que les gens achètent mes produits, quoi, parce que j'ai une petite audience. Tu vois, je peux pas me permettre de faire du gros volume. Et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière très profonde à cette idée du copywriting. J'ai commencé avec un monsieur qui s'appelle Gary Albert, qui est un auteur des années 80 aux États-Unis, à 70-80, et qui écrivait des lettres à l'époque des lettres postales, quoi, qui étaient envoyées par la poste, et des lettres de vente, ouais, qui étaient des trucs, c'est incroyable parce que c'est un mec qui est là, tape sa lettre, il l'imprime, il l'envoie à des gens par la poste, son timbre. Il faut que les gens lui envoient des chèques par la poste. Il faut que les gens lui envoient suffisamment de chèques, donc son taux de conversion soit suffisant pour qu'il paye son impression, etc. C'était des trucs, c'était des business. En gros, si le mec n'avait pas le taux de conversion, c'est pas qu'il faisait pas de vente, c'est qu'il perdait des dizaines de milliers de dollars sur son envoi. Ouais. C'est un business model très exigeant en termes de copywriting, en termes de conversion. Il faut que tu vendes, il faut que tu sois un bon vendeur à l'écrit, avec peu de choses, avec juste une lettre tapée, quoi. Et c'est des mecs qui ont développé ça sur des années, qui ont développé ça à un art incroyable, très précis. Ils ont vraiment compris de manière profonde ce qui faisait bouger les gens, ce qui était convaincant, ce qui n'était pas convaincant. Ils ont tout testé, ils ont tout fait. Ils ont tout ce qu'on a aujourd'hui sur le web a ses racines en fait dans ce milieu qui s'appelle le marketing direct. Et j'ai commencé à vraiment étudier ces gens de marketing direct, y compris les gens qui sont venus avant nous. Donc tu peux remonter loin, tu peux remonter aux années 30. Il y a un gars qui s'appelle Claude Hopkins dans les années 30, qui est le mec qui a inventé le test AB. En gros, il avait un système où... le test AB, les amis, si vous savez pas ce que c'est quand vous faites, par exemple, une vente ou testez de faire une vente, l'idée, c'est que vous allez changer un élément pour voir est-ce que l'élément est différenciant et avoir un meilleur résultat, par exemple. Ouais. C'est l'idée de changer un élément dans votre discours de vente, dans votre approche de vente, dans vos approches pour capter un email, peu importe, et vous faites un test, un élément uniquement pour savoir si votre test est concluant. Donc, par exemple, lui, typiquement, 1930, ça. Ouais, les années 30, ouais. Il me semble qu'il a un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising, donc la publicité scientifique. Il me semble que c'est 36, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment inventé le concept, quoi. Parce qu'aujourd'hui, faire un test AB, c'est quelque chose de technologique. Mmh. Tu crées 2 versions de la page et tu vas envoyer la moitié des gens sur une version, la moitié des gens vers une autre version, tu vas mesurer. À l'époque, ils n'avaient pas ça, donc ils devaient être plus créatifs. Ils avaient tout un système de coupons, de mesures, de systèmes géographiques, etc. Mais c'était des gens qui réfléchissaient vraiment de manière profonde à ces questions, tu vois. C'était pas uniquement des tacticiens, ils réfléchissaient vraiment à qu'est-ce qui va fonctionner. Et j'ai vraiment étudié tous ces mecs-là parce que je me suis dit, il faut que j'apprenne à vendre de manière efficace. Il faut que je sois capable de convertir ces 1000 personnes qui me suivent, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à écrire. Et ça m'a bien servi. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à avoir un premier produit qui était bien positionné, qui avait un super tunnel de vente, il convertissait extrêmement bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément utilisé l'affiliation. J'ai été voir tous ces gens chez qui j'avais écrit un article invité. Et je leur ai dit, écoute, voici comment on convertit ma page, voici comment convertir mon tunnel de vente. Si tu m'envoies 1000 prospects, tu peux en tirer tant d'argent, etc. Et essayer de discuter avec eux et essayer de faire des partenariats, en fait. Et du coup, le site a commencé à monter en trafic et à monter en volume. Et la première chose qui a fonctionné pour moi, c'était ça, c'était d'apprendre à créer des super pages de vente, créer des super tunnels qui répondaient à un besoin d'une manière différente, faire des promesses qui étaient en fait beaucoup moins fortes que ce que faisaient les autres. Parce que ce que faisaient les gens, c'était, voilà, en gros, une fille te donne ton numéro de téléphone, comment à coup sûr lui envoyer les bons textos pour la faire tomber amoureuse. Mmh. Tu vois, ce genre de promesses. C'est vraiment des promesses, genre le système hypnotique de texto à copier-coller pour faire tomber n'importe quelle fille dans votre lit en 7 jours. Coucou Antoine.
Et moi, je me suis dit, tout le monde fait la même chose. En marketing, se différencier, ça paye. Donc, du coup, je vais prendre le contre-pied. Je vais faire des promesses beaucoup moins fortes et qui vont être plus crédibles, en tout cas pour les gens qui vont me suivre. Tu vois. Donc, j'avais tout un système un petit peu différent de marketing et ça fonctionnait très bien en affiliation. Et du coup, j'ai pu grossir le site principalement comme ça. Et en fait, le site, la manière dont ça fonctionnait, c'était que j'allais avoir pas mal d'affiliés qui envoyaient du trafic chez moi. Moi, j'allais être très bon pour convertir ce trafic parce que j'avais des séquences email que j'avais peaufinées, des séquences email avec des dizaines et des dizaines d'emails peaufinés absolument. J'avais le podcast uniquement de l'audio, un excellent vecteur de confiance. Et les gens qui ont passé plusieurs heures à écouter ta voix, leur parler de différents sujets, tout d'un coup, ils commencent à se dire que tu sais ce qu'il fait. S'ils apprécient ce que tu dis, ils vont avoir l'impression que tu es quelqu'un de bien et de t'apprécier personnellement. Donc, tout d'un coup, ça aide vachement au moment où plus tard, tu vas commencer à vouloir faire une vente et à vouloir leur proposer un produit. Ouais. Et du coup, je payais mes affiliés une commission, donc c'est 50% de la vente qui a été faite. Et eux étaient contents parce que ça leur permettait de monétiser leur trafic. Et je monétisais bien efficacement. Tu vois. Donc en gros, il y a un calcul, ils se disent combien de clics j'ai envoyé à ce mec, combien d'argent il m'a rapporté. Le truc est appelé EPC, donc c'est Earning Per Click. Ils avaient un truc assez simple, tant que tu faisais des bonnes performances, ils t'envoyaient du trafic. Eux, comme je te disais, il y avait pas mal de monde qui était extrêmement bon en référencement. Les mots-clés de séduction, c'est des mots-clés énormes en fait. Donc ils ont du trafic. Énormément de recherche. Donc si tu étais capable de convertir ce trafic, d'un coup tu devenais quelqu'un d'assez précieux en fait pour eux. Et j'ai commencé à développer différents produits. Donc je me suis associé à différentes personnes qui étaient des experts dans un domaine pointu. On avait un produit qui fonctionnait très bien. Sur tout ce qui était sexualité, tu vois, comment devenir meilleur dans tout ça. Et c'est pareil, c'est encore un truc où on me dit comment donner 112 orgasmes à la minute, tu vois ce que je veux dire. Et c'était vachement facile en fait. D'un coup, les gens arrivaient sur ton truc et c'était vachement rafraîchissant de dire waouh, on fait des promesses qui sont raisonnables avec un mécanisme qui est raisonnable. Et donc ça fonctionnait vachement bien. Et pareil, ça monétisait bien en affiliation. Donc là, le premier site que j'ai monté, c'est ça. Et en fait, tu peux voir là-dedans que assez rapidement, j'ai réalisé que ce qui allait faire la différence, en tout cas dans mon parcours, c'était d'être capable de comprendre ce qui allait motiver les gens, comprendre ce qui allait les faire acheter quelque chose, comprendre ce qui allait créer la confiance avec une audience, toutes ces bases-là. Tu vois. Et c'est là vraiment que je les ai développées dans un business qui était extrêmement minimaliste. J'ai écrit sur ce site-là, dans toute son existence, 3-4 articles. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était avoir une séquence email, publier des produits et écrire des bons tunnels de vente. En fait. Et ça m'a permis de me concentrer vraiment sur ces idées-là, de créer des bonnes séquences, créer du contenu qui va fasciner les gens. Je faisais pas de référencement, je faisais aucun réseau social, j'avais même pas de compte Twitter ou de compte Facebook. C'est aussi dû au fait que les gens partagent pas énormément des articles comment parler à une fille quand on est timide, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un truc qui devient trop viral sur les réseaux sociaux. Tu mets ton ego dans ta poche si tu fais ça, quoi. Donc tu vois, il y avait un côté très minimaliste en fait. C'était uniquement de dire est-ce que je suis capable de prendre ces gens et de les convertir et de leur apprendre quelque chose de nouveau et de me différencier. Il faut que tu saches que si je travaille uniquement en affiliation, tous les gens qui m'arrivent ont déjà fait X sites. Je suis pas le premier site qui découvre. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'être exponentiellement meilleur dans mon message, dans ma différenciation, dans ma manière de présenter les choses, de manière qu'ils se disent ah tiens, quelque chose de différent. J'ai vu 40 mecs qui racontent tous la même chose, voilà un truc différent. Tu vois. Et donc le travail sur le message, et comme j'avais la possibilité d'aller chercher en affiliation, en fait j'avais pas trop besoin de me soucier j'avais besoin de me soucier des taux de conversion et puis de mes relations avec mes affiliés, mais tout le référencement, etc., je m'en occupais pas. Donc j'avais un business très minimaliste, entièrement basé sur les emails, qui est dans une bonne partie en fait ce que j'ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'occupe pas trop du référencement. Je suis très peu actif sur les réseaux sociaux. Je publie juste mes nouvelles vidéos, je les partage quoi. Mais j'ai vraiment un truc où je me dis tiens, à partir du moment où la chaîne YouTube continue à toucher de plus en plus de personnes, et tu vois sur le mois dernier, la chaîne YouTube fait 450 000 vues sur le mois. Ça a fait rentrer beaucoup de monde, ça adresse beaucoup de monde. Tant que j'arrive à convertir ces gens dans ma liste email et tant que j'arrive à écrire des emails qui apprennent des choses aux gens et qui vont leur donner confiance dans ce que je raconte, qui vont les aider à faire des choses et ensuite qui va leur vendre un truc, voilà, le business tourne en fait sur ces deux chiffres-là, tu vois. Le nombre de personnes qui vont s'abonner et puis le nombre de personnes qui vont acheter derrière. Donc ce que tu es en train de nous dire là, c'est que avant d'émerger comme ça du jour au lendemain, sorti de nulle part sur YouTube, tu as fait des choses quoi. Je fais pas mal de choses. C'est pas un overnight success. Même Marketing Mania, avant la chaîne YouTube, j'avais déjà le podcast Marketing Mania qui datait d'un an. Un autre média encore que tu as développé.
Et j'avais bien sûr le podcast Nomad Digital qui fonctionnait bien aussi. Donc j'avais 2 podcasts liés au marketing entrepreneuriat, Marketing Mania où je fais des interviews, et puis j'ai aussi des épisodes où j'analyse souvent des livres sur la persuasion. Et j'avais Nomad Digital que je co-présentais avec Paul, qui s'est terminé à l'épisode 50, mais qui est aujourd'hui sur iTunes le premier podcast dans sa catégorie en fait, la catégorie qui est management et marketing. Ce qui veut dire que ça me donnait quand même une certaine visibilité à partir de la chaîne YouTube. Et puis par ailleurs, j'avais passé des années à travailler sur mes pages de vente, sur mes séquences email, sur ces questions de persuasion. Donc j'avais déjà une vision des choses qui avait été assez bien raffinée, tu vois. Même si les gens me connaissaient pas autant pour ça, ou les gens me connaissaient uniquement pour ça en privé, les gens qui me connaissaient ou qui connaissaient mon travail sur la séduction, souvent venaient me voir pour les questions de conversion. Mais publiquement, j'étais pas connu pour ça parce que voilà, j'avais pas construit de contenu autour, tu vois. Mais quand tu peux importer tous ces trucs-là que tu connais déjà et essayer de en faire un format un peu nouveau sur la vidéo, c'est pour ça que ça a pris assez vite. Et je pense que le même truc que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie de prendre un contre-pied un petit peu sur le marketing par rapport à ce qui se peut dire autre part. Oui. Ce qui fait que quand les gens découvrent ma vidéo, ma chaîne, en tout cas mon ambition, c'est qu'ils aient l'impression de découvrir quelque chose d'un peu frais, d'un peu nouveau et qu'ils aient envie d'en savoir plus. Ce qui va faire qu'ils vont regarder la chaîne, qu'ils vont s'abonner, qu'ils vont en parler autour d'eux. Moi j'ai souvent l'expérience de gens qui me disent « Ah tiens, machin m'a recommandé ta chaîne en fait ». Donc les gens vont pas mal, il y a pas mal de bouche-oreille sur la chaîne aussi, où les gens en ont entendu parler à droite à gauche, et donc ça permet de drainer pas mal de monde, tu vois. Mais ça vient, au final, le truc marketing fondamental là-dedans, ça vient du fait de demander est-ce que tu as pu trouver un positionnement qui est un petit peu différent, est-ce que tu peux faire quelque chose d'un peu nouveau. Et sur YouTube en particulier, ça peut venir très vite. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.